Depuis le début des années 60, les arts ont pris une place croissante dans les sociétés occidentales, sous l'influence croisée d'une impulsion politique visant la démocratisation culturelle, de la mise en place d'industries culturelles de masse et de l'intérêt croissant de la population pour les biens et les pratiques artistiques. En parallèle à cette montée des pratiques culturelles et artistiques, ont cru de manière forte les personnes qui aspirent à devenir des artistes, voire à vivre de leur pratique artistique de manière professionnelle. Et cette croissance n'a pas été empêchée par les faibles chances de succès et la multiplication des difficultés d'emploi et de travail constatées par les enquêtes. Comment rendre compte de cette apparente contradiction? Que nous dit-elle plus largement sur le travail artistique et sur la vie d'artiste? Cette présentation sera justement l'occasion de dépeindre et de comprendre à nouveau frais les dimensions subjectives du travail artistique justifiant un fort engagement de soi dans une activité pourtant si risquée, si incertaine, si difficile à vivre et si peu rémunératrice pour une grande majorité des artistes. Elle sera réalisée à partir des travaux empiriques produits depuis une vingtaine d'années sur le sujet, qui portent aussi bien sur les arts reconnus de longue date, comme la littérature, la musique classique, le théâtre ou la danse classique, que sur des arts plus récemment définis comme tels, à l'image du cirque, du cinéma, de la bande dessinée ou de la musique rap. Les enquêtes révèlent tout d'abord des artistes confrontés à de grandes difficultés d'emploi. Prenons deux exemples qui incarnent ce constat. En 2006, alors que 28 700 artistes plasticiens étaient inscrits à la Maison des artistes, 66% d'entre eux gagnaient moins que le SMIC avec leur revenu artistique et 6200 étaient au RMI. Un autre exemple, celui du monde du jazz. La grande majorité des 3000 musiciens de jazz autodéclarés dans le guide annuaire du jazz ne vit pas du jazz de manière principale, alors même que la plupart se perçoivent de manière principale comme musiciens de jazz. Ces musiciens de jazz doivent alors, pour vivre de leur art, enseigner, accompagner des spectacles, œuvrer dans l'animation culturelle ou l'animation commerciale, etc. Ce que révèlent ces chiffres un petit peu forts est la faible part de ceux et de celles qui se déclarent artistes et qui en vivent de fait. Elle indique aussi, de manière un peu moins évidente mais certaine, la très forte précarité qui affecte l'activité artistique, les artistes étant le plus souvent soumis à une très forte compétition et une grande difficulté à trouver des activités rémunératrices et à les maintenir dans le temps. Elles indiquent encore les très faibles chances de réussite professionnelle qui accompagnent la création artistique pour la plupart des artistes. Les conditions d'emploi sont donc très difficiles, mais également le travail lui-même est exigeant et fort prenant. Les recherches empiriques révèlent en effet le haut niveau d'exigence professionnelle et sociale que suppose la production des œuvres d'art. L'art au travail suppose la mise en place de nombreuses conventions esthétiques, sociales ou artistiques qui organisent l'activité artistique entre ces différents protagonistes. Devenir artiste suppose donc l'apprentissage et la maîtrise de nombreux savoirs techniques, sociaux et relationnels, sans lesquels l'artiste ne réussit guère à produire ses œuvres et à se voir reconnaître même de manière faible. Ces apprentissages supposent souvent de passer de longs moments solitaires, douloureux, ascétiques, face à son instrument de musique, face à un tableau, face à son corps pour le danseur ou le comédien, face donc à son instrument de production. Il suppose encore de faire de nombreux efforts corporels, vestimentaires ou relationnels pour rencontrer les autres membres de son monde de l'art, les collègues, les professeurs, les producteurs, les productrices, les critiques, et se faire reconnaître et coopter par eux comme un membre à part entière de ce monde de l'art. Ces apprentissages supposent encore souvent de maîtriser le vocabulaire, l'histoire et les techniques propres à son monde de l'art. On note ainsi un très lourd engagement temporel, physique, psychologique, lié à ces conditions objectives d'emploi très difficiles et ces conditions de travail très lourdes. Comment expliquer que les artistes acceptent de telles conditions d'emploi, de telles conditions de travail si difficiles et si exigeantes? Il faut cette fois faire le détour du côté des conditions subjectives de travail rencontrées chez les artistes dans les différents mondes de l'art. Les différents travaux empiriques menés sur le cirque, sur la danse, la littérature, la musique, les arts plastiques, révèlent sans cesse la présence de ce que nous appelons la vocation. Cet élément est clé dans la justification qui est donnée par les individus, par les artistes, dans le choix qu'ils ont fait de s'engager corps et âme dans le travail artistique, au-delà du plaisir de réaliser des œuvres d'art. Et cette vocation justifie de s'impliquer dans cette activité artistique et de tenter d'en vivre, alors même que ces artistes sont conscients des faibles chances de succès et des grandes difficultés auxquelles ils vont être
confrontés dans l'exercice de leur activité professionnelle. Cette vocation se réalise du point de vue des artistes sous l'impulsion d'un rêve d'enfant, d'une illumination personnelle, d'une nécessité intérieure, d'un choc biographique. Autant d'expressions collectées par les enquêteurs et les enquêtrices et dans les récits relevés lors de leur rencontre avec des artistes. Mais cette nécessité intérieure ne suffit pas seule à justifier le maintien dans l'activité artistique. La passion compte aussi. En effet, les enquêtes empiriques révèlent des artistes qui, souvent de manière assez précoce, pour certains dès 25 ans, pour les plus tardifs plutôt autour de 40-45 ans, cela dépend des mondes de l'art, cela dépend aussi des trajectoires, des artistes donc qui prennent conscience, dans leur grande majorité, des difficultés inhérentes à l'activité artistique et de leur faible chance d'en vivre et d'être reconnus de manière pleine et entière. Parmi ces artistes, certains vont abandonner l'activité, en faire une activité secondaire ou même un souvenir d'enfance qu'ils auront abandonné ou qu'elles auront abandonné faute de pouvoir s'y suffire. Mais d'autres, nombreux, vont reconstruire leur rapport à l'activité et la passion va alors devenir clé. Passion qui justifie de s'impliquer sur son temps libre, de s'impliquer le soir, les week-ends, dans les moments hors professionnels, dans la création artistique. Ce sont ces écrivains, ces écrivaines, ces poètes, ces plasticiens et ces plasticiennes qui dans leur majorité ne vivront jamais de leur art et qui vont cependant y consacrer l'essentiel de leur temps libre. Ce sont ces musiciens et ces musiciens de rap qui enchaînent les petits boulots en acceptant l'idée que le rap va d'abord être une passion qui peut-être un jour leur permettra la reconnaissance qui n'arrive qu'à certains. Ce sont ces musiciens de jazz qui enchaînent les boulots alimentaires, l'enseignement, en espérant avoir du temps pour pouvoir monter leur musique, leur groupe de jazz. Dans tous les cas, cette passion justifie de manière centrale l'activité. Elle s'accompagne parfois de l'idéal vocationnel qui a été rencontré dans les débuts et qui a justifié l'entrée dans l'activité. Pour ceux et celles qui pensent qu'un jour, les critiques les reconnaîtront, un jour, les programmateurs reconnaîtront leur capacité artistique. Elle peut se dissocier de la vocation pour ceux et celles qui font de la passion le régulateur, l'élément central du maintien de leur activité, même s'ils admettent ou ils acceptent de ne pas en vivre et ou de ne pas être reconnus. Les individus qui aspirent à se définir et à se vivre comme artistes sont confrontés à des conditions de travail et des conditions d'emploi souvent difficiles. Ils ont également et elles ont également de faibles chances de voir leurs aspirations artistiques reconnues de manière pleine et entière. Comprendre comment certains et certaines choisissent d'entrer et de se maintenir dans ces univers artistiques, malgré ces lourdes difficultés et ces faibles réussites apparentes, suppose de mieux saisir les fondements subjectifs de cet engagement. Une vocation définie comme une nécessité intérieure, un rêve d'enfant, une force qui les dépasse et qui les obligerait à s'engager dans des univers si risqués, si périlleux, si difficiles, serait au fondement même de l'engagement dans l'activité artistique. S'accompagnant d'une entière passion pour la production artistique, pour la création de ces œuvres d'art, cette vocation peut certes s'épuiser au fil du temps, notamment lorsque, épreuve après épreuve, les artistes ne voient pas leurs aspirations reconnues et leurs œuvres d'art définies par les critiques, par les pairs, par les collègues, comme des œuvres d'art pleines et entières. Mais le maintien dans la production artistique suppose un engagement de soi, souvent passionné, qui explique largement que ces individus continuent à se définir comme artistes, alors même que l'activité professionnelle ne permet guère de s'accomplir comme artiste et surtout ne permet guère d'en vivre de manière principale. Ces artistes vont donc accepter des emplois qui le plus souvent vont leur permettre de vivre de manière plus ou moins agréable, afin de pouvoir consacrer leur temps libre, leur temps personnel, à la création artistique qui est première dans la manière dont ils se définissent pour eux-mêmes et pour autrui. Ces engagements passionnés sont le fruit de mécanismes collectifs qui tiennent d'une part à la définition historique du travail artistique contemporain sous le registre de la vocation. En effet, le travail artistique n'a pas toujours été considéré comme relevant du registre de la vocation. Il relevait davantage du registre du métier ou du registre de la profession, qui supposait certes des savoirs et des habiletés importantes, mais n'impliquait pas l'individu dans son intimité et dans sa personne la plus complète. D'autre part,
Un deuxième mécanisme collectif apparaît qui explique en partie ces dimensions subjectives du travail artistique. Ce sont les modalités d'emploi et de reconnaissance à l'œuvre dans les mondes de l'art. Le fait que ces mondes de l'art fonctionnent de manière très dure, que les emplois soient précaires, que les possibilités d'en vivre soient très peu nombreuses, que la compétition soit intense, font que seuls les passionnés, voire ceux et celles qui sont persuadés d'avoir une force intérieure à exprimer, vont accepter de se maintenir dans le temps pour produire des œuvres d'art malgré les difficultés rencontrées.